Cher Nassif Heiti, vous êtes donc, je le rappelle, ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement de Hassan Diab. Je rappelle que cette audition est publique, que donc nous avons peut-être un certain nombre de personnes qui nous regardent. À ma connaissance, le Hezbollah est le seul groupe, la seule faction à ne pas avoir abandonné son arsenal militaire au sortir de la guerre civile. Alors, comment analysez-vous la présence armée du Hezbollah au Liban? Hezbollah représente une composante importante de la société libanaise. Il est représenté au Parlement. Nous considérons la partie comme étant une partie, c'est que c'est une muqawama wataniya, je le dis en arabe, une résistance nationale, mais le Hezbollah respecte les engagements de l'État libanais, comme je venais de dire, au sud du Liban maintenant, au sud de Litanie. La réalité est la suivante, il y a la FINUL et il y a l'armée libanaise et nous traitons avec ça. Il y a une diversité, c'est pas nécessaire que tout le monde soit d'accord avec tout le monde, mais c'est ce régime qui fonctionne et qui avance dans ce sens-là jusqu'au jour où on pourra développer ce qu'on appelle une stratégie de défense commune totale. Mais nous le voyons dans ce cadre-là. Je crois qu'il y avait une question sur la corruption. Ah oui, pardon, Madame la Présidente. Effectivement, comme je vous dis, c'est un objectif principal de notre plan de redressement, de notre politique gouvernementale, c'est de s'adresser à cette corruption que certains considèrent comme une corruption structurelle parfois, ce qui est le cas. Un système qui reproduit cette corruption avec plus de transparence, beaucoup plus d'institutionnalisation du système. Ce n'est pas chose facile, je le dis, je l'admets et je le crie sur tous les toits, mais on n'a pas le choix que d'avancer sur ce chemin, mais c'est un objectif majeur de notre plan gouvernemental, de notre plan d'action gouvernemental. Vous ne craignez pas qu'il y a déjà effectivement une pression forte de la population, mais cette sortie de crise risque d'aggraver la situation. Il y a déjà eu quelques manifestations qui, bon, évidemment, ne sont pas faciles dans un moment de crise et d'épidémie. Mais comment voyez-vous la sortie économique et sociale de la crise épidémique ? Je le dis en toute amitié que j'ai nous avons eu toujours des relations spéciales, particulières, indépendamment des relations politiques entre le Liban et la Syrie. Mais le fait reste le fait que le Liban ne peut pas tenir et maintenir cette situation grave, d'avoir plus de 30% de la population qui n'est pas libanaise dans un état où l'économie libanaise, comme je venais d'indiquer, est dans un état de désastre total. Je ne révèle pas de secret quand je dis ça. Donc, nous avons beaucoup plus besoin d'aide et aux déplacés et aux réfugiés et surtout aux sociétés d'accueil, en l'occurrence ici le Liban, comme la Jordanie le demande, comme la Turquie le demande et comme autres le demandent, pour maintenir une vie de dignité, de sécurité et de stabilité pour ces gens-là et assurer un bon retour au pays avec une fin du conflit que subit ce pays, qui est la Syrie. Voilà un peu ce que je peux dire sur ces questions-là. Est-ce que je n'ai pas répondu à une question, Madame la Présidente? Il y avait une question sur la hausse des impôts probables, les conséquences de la structuration du système bancaire. Oui, certains ont dit, il y a eu beaucoup de théories, mais ce n'est pas une politique libanaise, ça je peux vous assurer, de fermeture de banques, d'expropriation de banques, de création de nouveaux banques. Création de nouvelles banques, ça répond, je ne sais pas, aux règles libéraux du marché au Liban. Je ne dis pas qu'il y aura de nouvelles banques demain matin, mais fermeture de banques, certains parlent de merger de banques, il y a une question financière et économique, mais il y aura vraiment des règles qui doivent gérer et qui vont gérer tout ce qui est système financier, tout ce qui est système bancaire, tout ce qui est autre. Le Hezbollah est aujourd'hui au Liban en position de force pour s'emparer du pouvoir sans coup de feu, simplement par une économie. Est-ce que vous pensez que les pays, au-delà de la France, mais je vais parler des pays d'Europe aussi, soutiennent le Liban comme on devrait le soutenir ou comme on doit le soutenir? De quelle façon mieux le soutenir et de quelle façon la France, qui a vraiment une accroche importante entre les Libanais et les Français, sont deux peuples qui s'aiment et qui
qui le montrent. Mais de quelle façon nous pourrions réussir à faire que le Liban reste la terre qu'elle a toujours été? Vraiment, c'est une situation désastreuse. Ce que la France peut apporter, c'est qu'entre autres, nos amis français, sénateurs, députés et autres, vous pouvez aider l'ambassade du Liban, va créer une caravane humanitaire pour le Liban. Donc, il faut sensibiliser nos amis français, la population française qui est très sensible, bien sûr. Il y a les franco-libanais qui sont, je considère, qui sont des acteurs majeurs dans les relations entre nos deux pays, qui sont des passerelles entre nos deux pays pour essayer d'apporter plus d'aide humanitaire au Liban dans tous les domaines. Depuis octobre 2019, des manifestations éclatent régulièrement dans votre pays. La population subit de plein fouet la plus grave crise économique et sociale depuis 30 ans. Une des revendications des manifestants porte sur l'application de la résolution 1559 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2004, réclamant le désarmement des milices. Or, ce n'est pas le cas et elle continue de peser sur la vie politique de votre pays avec un pouvoir non négligeable. Comment sortir de cette situation? Pour ce qui est des résolutions onusiennes, cher monsieur, venez de parler de la 1559. Nous sommes tout à fait conscients de ce problème. Nous sommes en train d'adresser toutes ces résolutions, vraiment, dans un esprit d'ouverture, de dialogue national, aussi de respect du droit international. La majorité des résolutions onusiennes, surtout du Conseil de sécurité, n'ont jamais été appliquées. S'ils avaient été appliquées, on n'aurait pas eu toujours le conflit israélo-arabe maintenant, mais nous sommes très impliqués dans la résolution actuellement 1701. Nous visons à créer une situation de paix, de stabilité totale en prenant en considération tous les facteurs qui influencent la scène libanaise, mais nous restons engagés, comme je disais, sur cette voie. Que reste-t-il de ce Liban que nous aimons, alors qu'il est l'otage depuis 30 ans d'une organisation terroriste, djihadiste, chiite à la botte de Téhéran et allié de Bachar el-Assad? Je parle évidemment du Hezbollah. Aujourd'hui encore, le Hezbollah exploite, pour son parrain, on le sait, iranien, un réseau criminel, terroriste, mondial. Le Hezbollah est antisémite. Alors qu'Israël normalise chaque jour un peu plus ses relations avec plusieurs pays arabes, l'organisation affiche ouvertement l'objectif d'anéantir l'État juif. Pour ceux qui pensent que c'est une question de territoire, c'est encore la ministre pro-iranienne qui est derrière le veto systématique du Liban. Un veto pourquoi? Pour l'entrée d'Israël dans la francophonie, où vivent 850 000 francophones. Veto en permanence du Liban pour rentrer Israël dans la francophonie. Parce que vous boycottez Israël. Ce pseudo-parti de Dieu est un cancer pour le Liban, et vous le savez. Je sais que votre liberté de parole est évidemment contrainte, mais je tenais à faire ce point. Vous ne pensez pas que le redressement de votre pays, auquel la France est si attachée, passe d'abord et avant tout, à minima, par le désarmement du Hezbollah et la fin de ce chantage odieux? Permettez-moi de vous rappeler que l'occupation aussi est un terrorisme structurel. Nier le droit à un peuple tel le peuple palestinien à avoir sa nation, à avoir un État. Nous avons été très loin nous-mêmes dans les efforts, dans les démarches, je parle en tant que Liban et des pays arabes, pour créer cette paix. Quand je reviens, de nouveau, c'est la normalisation et l'acceptation par l'autre de tous les pays de la région à l'inclusion d'Israël. C'est tourner la page, mais donner aux Palestiniens, à la nation palestinienne, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce parti ou l'autre, le droit à l'autodétermination, à avoir son État. Certains me parlent des relations avec le président syrien Bachar el-Assad. Dans un certain moment, tous les pays avaient ces relations. Mais il faut s'adresser aux causes profondes, aux causes structurelles de chaque problème. Et avec ça, si on réussit à s'adresser à ces problèmes, il n'y aura plus vraiment de possibilité de plus de radicalisation dans la région.